Bonjour et bienvenue à bord du podcast Automobile Propre. Alors tout d'abord, laissez-nous vous souhaiter une très belle année 2022, une année certainement électrique, avec des voyages agréables à bord de votre véhicule préféré. Et pour nous, certainement le podcast qui va continuer, qui va se compléter peut-être un petit peu, et puis on ne sait pas, peut-être quelques nouveautés à venir. Alors avec Johan et Mika, nous sommes heureux de vous retrouver pour ce 9e épisode avec une actualité toujours aussi riche et passionnante sur la voiture électrique. Bonjour messieurs. Hello. Salut Eric. Je vous rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes comme iTunes, Spotify, Google Podcast et autres. Si vous l'appréciez, vous pouvez le noter, ça nous ferait très plaisir et cela aiderait le podcast à gagner en visibilité. Allez, sans plus attendre, le sommaire de cet épisode. Alors, les 3 infos à retenir de la quinzaine d'abord, avec Uber qui va interdire les véhicules diesel dans sa flotte prochainement. La Vision S02 de Sony. Sony va se lancer dans l'automobile. Oui, non, on ne sait pas encore exactement. On va en parler. Et puis les Ludospace, Citroën, Peugeot et Opel qui mettent fin au thermique. Enfin aussi le Focus Essai. Donc dans cette petite rubrique un peu plus personnelle, je vous parlerai de mon expérience à bord de 2 voitures électriques de MG, donc le MG ZS EV et le Marvel R, avec lesquels j'ai eu la chance de rouler il y a quelques jours. Et puis enfin, la question du jour, la question de la semaine, c'est Gemini qui annonce une nouvelle batterie avec une autonomie record. Et on se posera la question de savoir comment ça marche et comment ils ont réussi avec une batterie d'un volume équivalent à ce qu'on connaît à mettre 2 fois plus de ressources et d'autonomie dans cette batterie. Cet épisode est sponsorisé par MrEV.com, boutique en ligne d'accessoires de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables. Sur MrEV.com, vous trouverez toutes les solutions de recharge adaptées à votre véhicule électrique, notamment des câbles de recharge à la longueur personnalisée, ainsi que des bornes de recharge fixes ou mobiles. Si vous avez besoin de conseils, les experts de MrEV.com vous répondent par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 17h. Pour en savoir plus, rendez-vous sur mr-ev.com. Donc, le premier sujet, c'est Uber qui interdit les nouveaux véhicules diesel dans son application. Alors, comment ça se passe ? Jusqu'à présent, quand une personne souhaite rejoindre le staff Uber, il va passer par l'application ou par le site Uber, et puis il va s'inscrire en tant que chauffeur. On sait que Uber et les principaux prestataires de VTC sont toujours à la recherche de nouveaux chauffeurs pour compléter leur flotte. Et donc, quand on s'inscrit chez Uber en tant que chauffeur, on inscrit aussi sa voiture. Et donc, Uber a décidé que à partir du 1er janvier 2022, c'est-à-dire depuis quelques jours, dans l'application Uber interdit à tout nouveau véhicule diesel de s'inscrire sur la plateforme en France. Alors ça concerne la France pour l'instant. Mika, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le sujet ? Alors effectivement, cette interdiction, elle est survenue au 1er janvier 2022. Alors il faut savoir qu'elle a été faite en 2 temps. Depuis le 1er janvier 2021, en fait, on ne pouvait pas ajouter de véhicules neufs fonctionnant au diesel, qui soit hybride diesel ou diesel tout court, dans l'application. Et là, ils vont un peu plus loin. Donc 1er janvier 2022, on ne peut plus mettre un véhicule diesel, occasion compris, dans l'application. Donc finalement, un chauffeur qui veut saisir un nouveau véhicule, s'il fonctionne au diesel, il ne pourra pas. Et ça s'applique également aux chauffeurs actuels qui, s'ils veulent changer de voiture, ne pourront pas changer vers du diesel. Donc là, cette transition, ça s'inscrit dans un objectif plus global qui est de sortir du diesel à horizon 2024. Donc finalement, alors ce qui est intéressant, c'est que Uber, au-delà des annonces qu'ils font, ils actent un petit peu et ils incitent les chauffeurs à sortir du diesel. Et en tenant compte du renouvellement, ils espèrent que d'ici fin 2024, il y aura plus du tout de diesel dans la flotte. Et en parallèle, ce qu'ils font, c'est qu'ils encouragent à passer à d'autres motorisations, et notamment sur l'électrique, parce que les chauffeurs sont encouragés. Il y a plusieurs millions d'euros qui ont été débloqués pour justement inciter les chauffeurs à transiter vers une offre 100% électrique, avec notamment une commission qui est plus importante pour ceux qui ont un véhicule électrique, et aussi une ambition qui est celle d'avoir 50% de véhicules électriques dans la flotte Uber en 2025. Alors c'est quand même assez ambitieux, l'air de rien, parce que en tenant compte du renouvellement des flottes, etc., ça peut prendre un peu plus de temps que ça, mais en tout cas, l'ambition est là, et c'est vrai qu'au final, c'est quand même un signal fort qui est donné aux chauffeurs de la part de la plateforme. Par rapport à la loi d'orientation des mobilités, on est de la part de Uber largement au-dessus du seuil, puisque la loi d'orientation des mobilités, c'est combien ? C'est 10%, c'est ça ? C'est 10% en 2024. Après, il prévoit d'augmenter les seuils progressivement en accord avec les filières.
Mais effectivement, ils sont bien au-delà. Après, on verra ce qu'ils arriveront à faire d'ici 2024, mais c'est vrai que 50% en 2025, c'est quand même très ambitieux. Et du coup, Uber propose une espèce de double effet vertueux, c'est-à-dire que d'une part, il incite ses chauffeurs à adopter le tout électrique, ce qui, à terme, on le sait, théoriquement, devrait, pour les chauffeurs, leur revenir un peu moins cher que de rouler en véhicule thermique. Je dis bien à terme parce qu'au le prix d'achat est encore un peu supérieur. Et puis, ils incitent les chauffeurs avec des primes. Donc, finalement, le chauffeur a un double intérêt aujourd'hui à passer à l'électrique. Effectivement, après se pose la question de la recharge. Par contre, pour le chauffeur, et c'est ça, à mon avis, qui doit bloquer encore un certain nombre de chauffeurs à passer à l'électrique, parce qu'il y a vraiment cette problématique d'usage. Et je suis pas sûr que les bornes soient en quantité suffisante et s'adressent suffisamment au métier pour pouvoir entamer une véritable transition. Et ça, je sais pas si Uber a la main pour inciter les pouvoirs publics à y aller. L'usage en fait connu que l'on connaît de Uber et des VTC généralement c'est un usage plutôt urbain, citadin ou périurbain. Et donc une situation, on la connaît, on en a souvent parlé, dans laquelle il est difficile de recharger une voiture. Et puis ça pose aussi un autre problème, c'est que moi j'ai eu l'occasion d'en parler avec certains chauffeurs de VTC qui roulaient en électrique et qui me disaient qu'ils étaient obligés de charger donc leur voiture tous les jours, qu'ils avaient leurs habitudes, etc. Alors certains arrivaient avec habitant en pavillon individuel à charger leur voiture la nuit et à tenir à peu près la journée, et d'autres étaient des habitués des superchargeurs, quand ils roulaient en Tesla par exemple, et ils chargeaient leur voiture tous les jours au superchargeur, ce qui est pas forcément recommandé pour la longévité de la batterie. L'autre question, c'est la question, alors peut-être que Yoann, tu voulais peut-être en parler, mais je me disais, est-ce que l'incitation de Uber, parce que on connaît Uber, ils sont malins aussi, ils font du business, c'est pas des philanthropes. Est-ce que l'incitation de passer au véhicule électrique n'induit pas derrière c'est ce grand plan qu'ils auraient un jour d'avoir des voitures autonomes? Je pense que par rapport à ça, en fait, ils cherchent surtout à se différencier des autres services de VTC et d'arriver avec une flotte à moitié électrique, voire à terme 100% électrique. Ça leur permet de se différencier de la concurrence, je pense. Ça permet de faire des économies aux chauffeurs. Et puis après, je voulais revenir sur la question de la charge, puisqu'effectivement, nous, on a des témoignages côté ChargeMap, finalement, d'utilisateurs qui sont parfois un peu frustrés de voir des taxis ou des VTC qui squattent les bornes. Alors, les superchargeurs, c'est effectivement assez connu, d'autant qu'on a des chauffeurs de taxi ou de VTC qui ont des modèles S, qui ont les superchargeurs illimités et gratuits, et donc eux en fait, ils se posent pas trop la question, mais aussi sur des bornes typiquement de chez Lidl par exemple, qui offrent la charge gratuitement, on retrouve des taxis qui laissent parfois les véhicules la nuit. Enfin voilà, on a un certain nombre d'histoires comme ça qui remontent et qui prouvent aussi que dès lors qu'on n'a pas la possibilité de recharger quand on est taxi ou VTC à son domicile, c'est hyper compliqué en fait de fonctionner et d'opérer. Il me revient une information dont on avait parlé il y a quelques semaines qui fait écho, c'est que si je ne m'abuse, quand on a parlé du fait que Hertz avait commandé je ne sais plus combien de dizaines de milliers de Tesla, on avait aussi évoqué le fait qu'Uber avait un deal avec Hertz, non, c'est pas ça? Donc peut-être que, alors bon, ça concernait d'abord essentiellement les États-Unis, mais est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait un deal entre Uber et Tesla qui permette justement de développer les superchargeurs privés chez Hertz? À mon sens, c'est pas impossible, effectivement, que ce deal aboutisse à demain des superchargeurs semi-privés, partagés entre les chauffeurs. Il me semble que Tesla a étudié déjà cette question-là, voire a déjà des sites pilotes avec des superchargeurs. Donc, ce serait pas étonnant que ça fasse partie du deal, justement pour simplifier la vie des chauffeurs. D'accord. Le deuxième sujet aujourd'hui, c'est l'arrivée, peut-être éventuelle, on ne sait pas encore exactement, d'un géant japonais sur le marché de la voiture électrique. Ce géant, c'est Sony, qui avait déjà présenté une voiture électrique au CES de 2020, donc il y a 2 ans, juste avant le début de la pandémie, et puis qui vient de réitérer avec une autre voiture électrique qui est cette fois-ci un SUV, parce que la première était une berline relativement compacte. Et aujourd'hui, donc au dernier CES de 2022, qui vient de fermer ses portes à Las Vegas, Sony a présenté la Vision S02, donc un SUV électrique, et on prête à Sony des intentions que tu vas peut-être nous expliquer en détail, Yoann.
Ouais, bah effectivement, en fait, on a l'impression en ce moment que le véhicule électrique, c'est la poule aux œufs d'or et que tout le monde tout le monde y va en fait. Les fabricants de téléphones, les fabricants de PlayStation, les constructeurs qui ressuscitent, etc. Donc c'est assez impressionnant de voir en fait toute cette ruée vers les véhicules électriques. Et donc on a Sony qui effectivement avait déjà présenté un véhicule il y a 2 ans. On avait revu ce véhicule en début 2021 où il travaillait sur de la mise au point de véhicule, donc de cette voiture, ce qui était assez bizarre parce qu'au début on s'est dit finalement c'est qu'un démonstrateur des technologies, mais d'aller jusqu'à faire de la mise au point, pour le coup ça pose des questions. Là on voit Sony qui arrive donc au CES de Las Vegas avec la Vision S02, donc un SUV. Pour faire simple, en fait, on prend la version présentée il y a 2 ans, on augmente sa hauteur, et puis on a un duo en fait qui rappelle un peu la modèle 3 et la modèle Y. Finalement, la Vision S02, c'est le modèle Y. Donc ça permet aux auditeurs de se représenter un peu de quel gabarit on parle. Donc finalement c'est un véhicule qui fait 4,9 m de longueur, 1,9 m de large, 1,65 m de haut, et puis une garde au sol de 1,57 m. Non, ça c'est une petite erreur dans mes tablettes, mais en tout cas effectivement vraiment un SUV, et avec des technologies embarquées qui sont absolument impressionnantes puisqu'on a 7 écrans pour la planche de bord, donc ça permet même de remplacer les rétroviseurs. Donc voilà, ils ont vraiment mis quand même toute leur technologie, donc ce qui fait penser à un démonstrateur. On a une version 4 places et une version 7 places. Voilà, on a finalement peu d'infos, mais surtout on n'a aucune confirmation de production. Donc on ne sait pas si elle va arriver un jour sur le marché, si Sony va y aller ou pas. Et en fait, eux-mêmes ne savent pas. Par contre, ce qu'ils viennent de faire, c'est qu'ils ont lancé une division qui s'appelle Sony Mobility, qui a justement pour ambition en fait de regarder un petit peu, d'étudier l'opportunité ou non de commercialiser soit les 2 véhicules pour finalement entrer sur ce marché très convoité de la voiture électrique et très convoité notamment par les entreprises de technologie. Donc voilà, c'est une affaire à suivre. On n'a pas forcément pour l'instant le fin mot de l'histoire. Ouais, on avait déjà eu l'exemple avec Xiaomi, puisqu'on avait parlé, le géant de la tech chinois qui lance sa voiture électrique. Je reprends les dimensions. Alors je reprécise, c'est donc 4,90 m de longueur. Et 1,65 m de hauteur, je crois. Alors par contre, c'est un véhicule quand même, donc un SUV, on va dire de taille intermédiaire, qui est très lourd, puisqu'il pèse près de 2,5 tonnes. On a encore des voitures électriques, on a du mal à descendre en dessous des 2 tonnes en tout cas, et bon, ça pose des questions sur l'agilité, la maniabilité et puis surtout l'efficience de ces voitures. Donc on verra ce qu'il en est, mais c'est intéressant. Et effectivement, comme tu le disais, Johan, ils sont allés assez loin dans la mise au point, puisque c'est pas juste des images de synthèse. On voit bien que la voiture est roulante et que ils se contentent pas de développer les technologies à base de un grand coup de capteurs et d'écrans et de caméras, mais ils se penchent aussi sur les qualités routières de la voiture, et on voit, en tout cas, on suppose qu'elle fait l'objet de nombreux essais routiers déjà, ce qui laisserait effectivement supposer peut-être une commercialisation future avec une diversification de Sony. Mika, t'as un avis là-dessus ou? Sony, en tout cas, c'est pertinent qu'une entreprise de tech s'intéresse à l'automobile. On l'a vu, on en a parlé tout à l'heure avec Xiaomi, tout simplement parce que l'automobile devient aussi un produit tech. Après, est-ce qu'ils vont aller jusqu'à la production ou pas? Ça me paraît compliqué parce que il y a de moins en moins de place à prendre au niveau des nouveaux entrants. Et c'est vrai que pour Sony, autant se positionner en tant qu'équipementier pour les marques automobiles, pour apporter de la technologie, des radars, des capteurs, des écrans, de la 5G, ça me paraît intéressant. Après, se lancer en tant que constructeur d'automobiles, avec tout ce que ça implique en matière de développement commercial, de construction d'un réseau, je suis un petit peu moins persuadé, mais je pense que c'est justement ce que va essayer de défricher cette nouvelle division, savoir est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas.
Et surtout avec quelle valeur ajoutée en fait, qu'est-ce qu'ils peuvent vraiment apporter au marché pour se différencier, sinon ça va être très compliqué. C'est vrai que moi je suis un peu surpris de cette annonce. Donc voilà, à suivre. Et puis juste pour rectifier, tout à l'heure, la garde au sol c'était 157 mm évidemment. Ok, très bien. Le troisième sujet, c'est un sujet sur les ludospaces. Alors, je sais pas comment on prononce, ludospace, ludospace, ludospaces, voilà, c'est la contraction de ludo et monospace. Donc, en fait, ce sont ces petites voitures un peu familiales, un peu utilitaires, un peu urbaines, qui mélangent un petit peu le monospace et puis un petit peu l'utilitaire. Et donc, là, on a une annonce qui est intéressante parce que on va en parler, mais c'est aussi un signe fort qu'envoient les constructeurs. Citroën, Peugeot et Opel mettent fin au thermique sur leur voiture. Alors quand j'ai dit ludospace, c'est vous me reprendrez si je me trompe, mais c'est par exemple les plus connus, c'est les Berlingo, les Space Tourer, les Rifter, les Traveler, l'Expert et chez Opel aussi Combo Life, etc. Mika, je crois que tu connais un petit peu le sujet et alors justement qu'est-ce que ça nous dit sur la volonté d'un grand constructeur comme le groupe Citroën, Peugeot, enfin le groupe Stellantis, d'aller comme ça sur l'électrique? Alors, je pense que déjà c'est un engagement qui coûte pas très cher, dans la mesure, à mon avis, les ludospaces en matière de volume de vente, c'est pas non plus gigantesque. Donc, le ludospace, pour définir, c'est finalement les versions transport de passagers des utilitaires qu'ils ont. Et pour le coup, les utilitaires, ils se gardent bien de pas arrêter le thermique justement. Donc le diesel est toujours vivant, alléluia. Par contre, effectivement, ludospace, ils vont arrêter, ce sera que l'électrique. Voilà, c'est un engagement comme un autre. Je pense pas qu'ils en vendent énormément. Par contre, ce qui m'étonne, c'est le choix de ce choix-là avec finalement une fiche technique qui est pas non plus très appétissante, puisqu'on reprend exactement les éléments de la plateforme par exemple d'une Peugeot i208 qui est beaucoup plus petite, avec un moteur de 100 kW qui est couplé à une batterie de 50 kWh. Donc l'autonomie, elle reste relativement réduite. Donc cette offre de ludospace électrique, elle intéressera forcément, je pense, que les professionnels, parce qu'un particulier qui va forcément vouloir utiliser ce véhicule pour faire des grandes distances, ce sera carrément pas du tout adapté. Et oui, alors justement, il y a quelque chose qu'on a noté, qui paraît un petit peu bizarre ou un peu paradoxal, c'est que la batterie standard est de 50 kW, donc et puis pour les utilitaires, il y aura une batterie de 75 kWh, pardon. Et c'est bizarre parce qu'on aurait pu penser que ce soit l'inverse, c'est-à-dire que la batterie de 75 kWh soit installée sur les versions plus tourisme familial, et puis 50 kWh pourrait suffire à des artisans pour la journée. Et c'est des choix qui paraissent un peu étonnants, non? Ouais, je pense que ça montre, surtout qu'ils misent quand même beaucoup plus sur l'utilitaire que sur la version VP, mais effectivement, alors peut-être qu'ils avaient des contraintes physiques à mettre la batterie 75 kWh sur une version transport de passagers, c'est peut-être ça qui les bloque, mais en tout cas, c'est vrai que le choix est étonnant, parce que 50 kWh avec un véhicule de ce type-là, qui a pas forcément une bonne aérodynamique, ça fait 250 km d'autonomie réelle, sans doute 180 sur autoroute, c'est pas exceptionnel. Ouais, c'est sûr, c'est encore, je crois qu'on peut dire que c'est insuffisant, parce que j'en parlerai après, mais en deçà de 250 km, il est difficile d'envisager des déplacements sérieusement, surtout en famille, lointain, etc. Et ces voitures, finalement, c'est bien dans le passage électrique, mais ça risque de les cantonner dans un rôle très limité, périurbain, faire ses courses, amener les enfants à l'école et aller acheter des meubles, transporter des meubles chez Ikea ou chez Castorama, quoi. C'est un peu ça l'idée, j'ai l'impression. Mais bon, c'est un signal aussi, peut-être, qu'envoie le groupe, en disant que voilà, on va sur l'électrique dans tous nos segments. On aura peut-être l'occasion de les essayer sur Automobile Propre, et on est curieux de voir un petit peu comment ça va fonctionner, et d'avoir des tests d'autonomie réelle pour voir ce qu'il en est exactement. Alors justement, puisqu'on parle d'essais, bien dans cette rubrique qu'on a inaugurée il y a quelques semaines, le Focus Essai, je vais vous parler un petit peu de mon expérience personnelle. Encore une fois, cette fois-ci à bord de deux voitures MG que j'ai eu l'occasion d'essayer ces derniers jours.
Alors pour faire juste un petit peu d'histoire très très rapidement, MG, je pense que tout le monde connaît cette marque. C'était une marque anglaise assez réputée qui avait pour habitude de faire des voitures un peu originales et notamment des petits cabriolets un peu sportifs que l'on retrouve encore aujourd'hui restaurés sur nos routes par des amateurs de voitures de collection qui se promènent le week-end avec, le nez au vent. Et puis aujourd'hui, ça a complètement changé puisque AMG a été racheté en 2007 par un groupe chinois, le groupe SAIC, si je ne m'abuse. Ce groupe a redéveloppé une offre de voitures sur la base du savoir-faire et surtout des unités de production de AMG. Et puis revient maintenant en Europe avec des voitures, des nouvelles voitures qui ne sont alors absolument plus des cabriolets ni des voitures très ludiques, mais qui sont des voitures électriques. Donc ça tombe bien. Et donc deux modèles aujourd'hui disponibles. Alors je parlerai pas de l'hybride, mais deux modèles 100% électriques qui sont le MG ZS EV et puis le MG Marvel R. Alors j'ai eu l'occasion de rouler vendredi matin en région parisienne avec le MG ZS EV. C'est un petit SUV. Alors je sais, on parle encore des SUV. C'est aujourd'hui, on a un peu l'impression que la grosse majorité de l'offre en voiture électrique est constituée de SUV. Et donc, il faut faire avec, même si on n'est pas forcément tous fans de ce format. Donc, c'est un petit SUV compact qui rappelle un petit peu le Kia Niro ou éventuellement le Hyundai Kona, avec une forme plus classique. Et donc, c'est une voiture qui a, alors, en termes de motorisation, c'est un moteur de sens qui propose 177 chevaux et dans sa version la plus puissante avec une batterie de capacité de 50 kWh de capacité nominale et puis avec des autonomies qui vont de 320 km à 440 km annoncées. Donc ça c'est les autonomies WLTP cycle mixte annoncé par le constructeur. En termes de performance, on a des voitures qui sont limitées à 175 km/h. Avec une accélération de 0 à 100 en 8 secondes 6, donc c'est relativement réactif. Et puis une capacité de charge en courant continu de 70 kW et 92 kW pour le modèle le plus puissant. Donc voilà, j'ai fait une centaine de kilomètres avec vendredi matin, donc c'est pas assez pour juger évidemment. J'ai pas fait de test d'autonomie, c'était juste une prise en main. C'est une voiture qui est sympa, qui est compacte, qui est agréable à conduire, qui est relativement réactive. Alors en termes de capacité routière, c'est un petit peu bizarre parce que c'est une voiture qui est suspendue, enfin qui est en même temps un petit peu raide et en même temps pas très rigoureuse en termes de tenue de route sur les petites routes sinueuses. Mais bon, c'est pas fait pour ça. C'est une voiture qui est confortable, avec des sièges d'ailleurs que j'ai trouvé par rapport à la moyenne de ce qu'on a l'habitude d'essayer ces derniers temps, des sièges assez mous. Ça rappelle un peu les voitures françaises des années 70-80. Donc dans un simili-cuir de bonne facture, la finition est tout à fait correcte. Et voilà, donc ce que j'ai à dire sur cette voiture, c'est que c'est un petit SUV qui pourra éventuellement transporter une famille. Encore une fois, attention à l'autonomie. La meilleure autonomie annoncée est de 440 km. Pour le modèle qui a la moins d'autonomie, on est sur 320 km. Il faut savoir que quand il fait froid et qu'il y a un petit peu de vent et qu'on est sur l'autoroute, dans le meilleur des cas, à mon avis, on dépassera pas les 300 km avec ce modèle-là. Donc ça, c'est pour le modèle le ZS EV MG, donc déjà disponible à la vente. Alors en termes de tarifs, je les ai pas là sous les yeux au moment où je vous parle, mais on est aux alentours de 32 990 pour le 130 kW 177 chevaux et 36 990 pour le 115 kW et 156 chevaux, sachant que le deuxième a une autonomie un petit peu étendue. Et puis après j'ai fait un road trip un peu plus long avec le MG Marvel R. Donc là c'est le grand frère, c'est le haut de la gamme. J'avais le modèle le plus huppé puisque c'était le Marvel R Performance, donc qui est vendu pour 370 km d'autonomie. Et donc je suis allé de Mantes-la-Jolie en région parisienne jusqu'à Lyon en passant par Paris. Et alors l'expérience, la voiture, le Marvel R, c'est une voiture qui est plus grosse. Pour vous situer, c'est une voiture qui fait à peu près la taille d'un Audi Q5, on va dire, qui est très très bien équipée, très très richement équipée, très confortable.
très silencieuse, très peu de bruit de roulement, très peu de bruit aérodynamique, assez bien profilée pour un SUV. Donc une voiture qui, dans ses qualités routières, qualité de confort, est très très réussie. Après, se pose la question de l'autonomie. J'y vais directement. Donc je vous disais qu'elle était vendue pour 370 km d'autonomie. Le modèle que j'ai essayé, parce que le modèle, il y a un modèle en dessous avec simplement 2 moteurs et non pas 3 moteurs, comme le modèle que j'ai essayé, et qui a une autonomie supérieure, qui dépasse les 400 km en WLTP. Mon modèle était donc annoncé pour 370 km, et ce qui est assez intéressant de noter, c'est que quand je suis parti de Mantes-la-Jolie, la voiture était chargée à 100% et m'annonçait effectivement 370 km d'autonomie. Et vous le savez probablement maintenant, les autonomies de voitures électriques sont souvent calculées sur les derniers kilomètres et la façon dont elles ont été utilisées durant les derniers kilomètres. Et en l'occurrence, pour le Marvel Air, c'est les 100 derniers kilomètres. Il se trouve que la personne qui l'avait eu avant moi avait probablement ménagé sa monture, peut-être avec des trajets urbains et puis un petit peu de périurbain, et la voiture m'annonçait donc l'autonomie idéale de 370 km. Mais en revanche, quand j'ai roulé avec un peu de vent et surtout une température très froide vendredi et de la pluie, l'autonomie annoncée au départ s'est vite réduite. Et finalement, alors j'ai atteint mon premier point de charge sans problème à Nemours, avec une station Ionity. Et là, quand j'ai chargé à la station Ionity, ça m'a pris pas mal de temps et ça m'a coûté de l'argent parce que Ionity facture à la minute. Et en fait, sur cette charge, à la fin de cette charge, je me suis arrêté à un peu plus de 80% parce que c'était inutile d'attendre plus parce que ça aurait coûté très très cher pour pas grand chose. Et du coup, à la fin de cette charge, la voiture était chargée à peu près 85%, mais m'annonçait que si je finissais la charge à 100%, j'aurais 255 km d'autonomie. Donc, vous voyez, on est très loin des 370. Et du coup, ça ne me permettait pas de rejoindre la deuxième charge prévue Ionity à Mâcon, sur l'aire de Mâcon. Et donc, j'ai été obligé de m'arrêter entre-temps. Et donc, finalement, j'ai fait 3 charges qui m'ont pris chacune plus de 30 minutes. Donc, vous voyez, je vous laisse faire le calcul, mais plus d'1 heure et demie de charge, c'est du temps passé déjà. Et puis, sur Ionity, facturé à la minute, ça m'a coûté très cher. Ça m'a coûté 90 €. Mais c'est un cas de figure particulier. Je voulais me mettre dans la peau de quelqu'un qui, fait de l'autoroute et n'a pas envie de sortir de l'autoroute pour aller chercher un petit peu au hasard comme ça une station de recharge moins chère. J'avais utilisé évidemment au départ Better Route Planner pour voir un petit peu ce que ça disait. Et finalement, j'ai fait cette option de faire de l'autoroute. Et il se confirme que quand on a 250 km d'autonomie réelle sur une voiture qui est censée être une voiture, et quand même une grande routière, parce qu'elle a toutes les qualités pour être une grande routière, c'est un peu juste. Et alors, sans parler d'autonomie record de 500 ou plus, je pense qu'aujourd'hui, ce trajet m'a fait dire que au-delà de 300 km, on est pas mal parce qu'aujourd'hui, on est à peu près dans des cas de figure où presque partout en France, on peut arriver à trouver des chargeurs rapides tous les 250-300 km. À part quelques exceptions, évidemment. Je sais qu'il y a des axes où c'est encore difficile, notamment dans l'Ouest, mais sur les grands axes, on peut le faire. Avec 250 km, la donne est complètement différente et ça change tout en fait. Ça change tout parce que si j'avais eu 300 km d'autonomie réelle, c'est pas besoin de plus, je pouvais faire la jonction entre Nemours et Mâcon-Saint-Albin et du coup, mon trajet Paris-Lyon se résumait à 2 charges d'une trentaine de minutes, ce qui était tout à fait honnête. Et alors évidemment, c'était aussi honnête en coût, ça m'aurait coûté 30% moins cher facilement. Et puis j'aurais certainement gagné finalement presque 2 heures sur mon trajet. Donc ça, c'est important. Et cette nuance entre 250 et 300 km, à mon avis, elle est très importante, notamment lors des grandes migrations par autoroute. Voilà ce que j'avais à dire sur la voiture. Sinon, le système d'infodivertissement fonctionne bien. Elle est donc, je le disais, très bien équipée. L'écran, alors elle est équipée de 2 écrans, dont une tablette sur la console centrale en format vertical, un peu comme sur la Tesla Model S, beaucoup plus orientée, par contre avec un angle beaucoup plus incliné, et avec finalement une ergonomie qui fonctionne bien, une interface utilisateur, une UX design qui est bien faite. Le petit défaut, c'est qu'elle est encore très lente et qu'on a souvent des faux positifs quand on appuie sur les boutons. Il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Donc ça rappelle un peu des mauvais souvenirs d'écran tactile pas très réactif. Donc dans l'ensemble, mon bilan d'essai de cette voiture est positif. C'est une très bonne voiture. Il est un petit peu assombri par le manque d'autonomie dans les conditions, je dis bien dans les conditions dans lesquelles je l'ai essayé, c'est-à-dire autoroute, un peu de vent de face et une température très froide qui oscillait entre 2 et 3 degrés. Je pense que la donne aurait été complètement différente si j'avais fait cet essai au mois de juin, sans vent et avec 20 ou 25 degrés.
Et là, j'aurais peut-être pu rejoindre mes 2 stations sans avoir à faire une 3e charge intermédiaire. Voilà pour cet essai du Marvel Air, et ça va nous conduire justement au dernier sujet qui est la question du jour et qui a trait encore une fois à la recharge et en tout cas à l'autonomie des batteries. Alors voilà, c'est la société Gemini qui vient de faire une expérimentation en installant une batterie de très haute capacité dans une Tesla Model S avec des autonomies records. Alors Johan, est-ce que tu peux nous dire en détail de quoi il retourne? Ouais, tout à fait. Effectivement, ça fait grand bruit. D'ailleurs, on a vu l'actualité tourner sur pas mal de sites tech qui annonçaient une autonomie record pour la Model S, etc. Laissant penser que c'était Tesla qui avait fait cette modification. C'est pas du tout le cas. Donc la société en question a modifié en fait la batterie d'une Tesla Model S pour en fait augmenter sa capacité de stockage, ce qui permet une autonomie, en tout cas sur un trajet routier, ils disent en situation réelle, de 1210 km. Donc c'est finalement assez impressionnant. Et sur banc d'essai, donc avec une vitesse moyenne de 88,5 km/h, ils annoncent 1419 km d'autonomie. Donc ça en fait rêver plus d'un, je le sais. Après, est-ce que c'est vraiment utile? C'est une autre question. Donc j'ai essayé de comprendre en fait ce qu'ils avaient fait. J'avoue que j'ai eu pas mal de difficultés à comprendre ce qu'ils font et finalement ils donnent pas trop de détails. En tout cas, ils parlent d'une batterie double chimie de 203,7 kWh. Donc, a priori, de ce que j'en ai compris, ils ont modifié des éléments de la batterie ou ils ont rajouté des éléments à la batterie. Et ils parlent notamment d'une cathode en nickel, cobalt, manganèse et d'une anode en graphite. Et leur modification de ce pack batterie a quand même engendré un surpoids en fait de 331 kilos. Voilà, mais c'est assez compliqué. En fait, ils donnent pas beaucoup de détails, donc c'est assez compliqué de comprendre exactement ce qu'ils ont modifié, mais dans tous les cas, c'est effectivement un exploit en termes d'autonomie. Après, ça pose quand même un certain nombre de questions. On ne sait pas notamment quelle est la longévité de ce pack de batterie. Est-ce que finalement, on est capable de faire des centaines, voire des milliers de cycles de charge et de décharge sur un pack de batterie modifié comme ça. Finalement, est-ce que économiquement c'est quelque chose de viable? Donc voilà, il y a tout un tas de questions qui se posent, mais on peut saluer en tout cas la performance de ce pack batterie. Et peut-être que ça convaincra ou pas les sceptiques qui se focalisent complètement sur l'autonomie. Moi, j'en fais pas partie. 350 km d'autonomie, ça me convient. Mais voilà, l'exploit mérite d'être salué. Oui, alors c'est effectivement, il y a un exercice de style, mais il y a aussi effectivement un exploit dans le sens où ils ont pas créé une voiture prototype pour le faire, mais ils ont utilisé une voiture existante, en l'occurrence une Model S, et ils ont réussi à doubler doubler son autonomie en doublant en fait la densité, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à installer 2 fois plus d'énergie et de ressources dans une voiture, dans un pack de batterie existant, en augmentant quand même le poids effectivement de 331 kg. Donc on sait que la Model S est déjà pas légère, donc là on doit être sur une voiture qui doit peser pratiquement 2,5 tonnes aussi. Mais en tout cas le surpoids n'a pas empêché de doubler l'autonomie. Alors effectivement, ça nous ramène au débat que pour l'instant on peut penser éternel, qui ne le sera peut-être plus un jour, mais sur autonomie versus vitesse de charge versus nombre de chargeurs, implantation des chargeurs. Donc là, on parle d'autonomie. Alors effectivement, ça, comme tu dis, Johan, ça fait rêver. Ça peut faire rêver certains, des autonomies plus de 1000 km. Mais aujourd'hui, je te rejoins. Effectivement, et en plus, avec l'éclairage de mon expérience de ces derniers jours avec le Marvel Air, je pense que effectivement de 350 à 400 éventuellement kilomètres d'autonomie sont largement suffisants selon l'usage qu'on a, à condition effectivement de bien s'organiser. C'est un petit peu d'ailleurs aussi le bilan de mon expérience, c'est de dire que il y a effectivement une petite courbe d'apprentissage quand on roule en électrique, et qu'il faut s'acculturer au mode de déplacement électrique qui est un petit peu différent.
Et puis, bien comme un navigateur ou comme un pilote de long courrier, avant de partir, on consulte un petit peu ses cartes, on consulte la météo, les conditions, et puis en fonction de ça, on adapte un petit peu son trajet. Mais il y a absolument rien de dramatique. Après, effectivement, 1000 kilomètres peut-être. C'est aujourd'hui, on dirait que c'est un peu le saint graal de tous les constructeurs d'atteindre une telle autonomie. Il faut savoir aujourd'hui que les meilleures voitures diesel ont une autonomie de 800 à 900 kilomètres. Donc, c'est un petit peu ce que visent aujourd'hui les constructeurs de voitures électriques pour dire on est tranquille, on peut faire un Paris-Lyon d'une seule traite et arriver à destination et avoir encore 200 ou 300 kilomètres sous le capot, sous la pédale, ce qui est effectivement très confortable. Le cas de figure le plus sensible, c'est on part en vacances, on fait 500 kilomètres peut-être en famille avec une voiture un peu chargée, on arrive dans un endroit un peu perdu sur son lieu de vacances et là il n'y a pas de borne de recharge à moins de 50 ou 100 kilomètres. Et effectivement, dans ce cas-là, on est content d'avoir peut-être 800 kilomètres d'autonomie parce qu'on a fait 500 bornes. Il nous reste 300 kilomètres pour se déplacer sur place et peut-être un jour aller retrouver un chargeur. Voilà, donc à suivre. C'est quand même intéressant parce que ça veut dire que là, on est effectivement dans une performance très particulière. Et comme tu le disais, Johan, on ne sait pas du tout comment fonctionnent les batteries, si elles vont supporter de multiples recharges, etc., ou si c'est juste un one-shot et un truc un peu spectaculaire. Mais en tout cas, c'est à suivre parce que ça veut dire que il y a quand même du potentiel et on a des capacités aujourd'hui, peut-être chez les constructeurs, chez les ingénieurs, chez les chercheurs, à développer des batteries qui soient avec une plus grande capacité sans forcément être beaucoup plus lourde et beaucoup plus encombrante. Voilà, c'était la dernière édition, enfin pas la dernière, la première édition 2022 du podcast Automobile Propre. C'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur Automobile Propre. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques et suggestions à l'adresse podcast@automobilepropre.com. Quant à nous, nous vous disons à dans 15 jours pour un nouveau numéro de Automobile Propre, le podcast. Salut!